Bonjour, bienvenue à tous sur Radio Sport. Nous sommes au cœur du salon Destination Nature et nous sommes porte de Versailles. Je suis Jérôme Sorel, j'interviens en guest parce que Radio Sport, c'est des potes, parce qu'il y a un sujet qui fait le lien entre la Radio Sport et ce salon Destination Nature qui s'appelle le vélo. Un sujet que je connais un peu, que j'observe, que je raconte, que je commente, que j'analyse depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et le vélo, vous croyez savoir ce que c'est? Un cadre, une paire de roues, des pédales, une transmission, une selle, parfois des freins, parfois il n'y a pas de frein. Ça, c'est pour l'objet. Un objet qui permet de se déplacer, de partir, d'atteindre une destination. Parfois, cette destination, c'est la nature. Parfois, la nature n'est pas une destination, mais juste l'environnement dans lequel on est. Et c'est ça qui est formidable avec le vélo, mon cher Claude. C'est que dès qu'on est dehors sur un vélo, on est dans la nature puisqu'on est avec les éléments. Une promesse d'un moment dehors, et si on se dit s'il suffit d'être dehors et sur un vélo, on est dans la nature, comme une vieille paire de chaussures, tout à fait, pour aller un peu plus loin, un peu plus vite, mais pas trop vite, aussi loin que vous le pouvez ou vous le voulez. L'une des promesses de ce salon, c'est bien de proposer un tourisme différent, un tourisme plus respectueux, plus naturel, plus lent, plus proche. Et évidemment que le vélo est un levier important, voire même un objectif ou un moyen. Et pendant ces émissions, nous allons explorer l'ensemble avec différents experts, justement, la place du vélo dans cet écosystème Destination Nature. Pour vous parler de cette promesse du vélo, partir, découvrir, prendre le temps, traverser les territoires, il faut peut-être écouter ceux qui vivent le vélo autrement et ceux qui ne font pas que pédaler, mais qui emmènent les autres pédaler. Et c'est exactement le cas de mon invité du jour, Claude Droussant. Il connaît très bien le monde du vélo, puis il n'y est pas arrivé par le chemin le plus classique. Pendant longtemps, il a raconté le sport au plus haut niveau, comme journaliste et comme dirigeant, notamment à la tête du journal L'Équipe. C'est bien ça, hein, Claude ? Absolument. Et aujourd'hui, tu as passé un CQP, moniteur vélo, ou quelque chose comme ça. Beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Tu vas nous le dire. Qui est l'équivalent tu es un guide de haute montagne et de voyage à bicyclette. Et tu accompagnes aussi, je crois, des collectivités. Tu observes sur le terrain ce phénomène qui ne cesse de grandir, le tourisme à vélo, et tu même plus que tu ne l'observes, tu le fais vivre. Et il te fait vivre aujourd'hui. Oui, en tout cas, je le fais vivre. Il te fait pas encore vivre tout à fait. Il fait pas, ça fait jamais vivre assez. De toute manière, le secteur dans lequel on travaille, on aimerait toujours un peu plus. Oui, on aimerait toujours un peu plus. Non, j'ai eu la chance parce que moi, après une longue carrière de journaliste de sport, un petit peu par hasard, parce que tout simplement, j'écrivais des livres sur le cyclisme. Ouais. L'année du cyclisme, c'est toi, non ? J'ai écrit l'année du cyclisme, mais j'ai écrit des livres sur le Tour de France, sur les champions du Tour de France. Ouais. Et mon éditeur me dit un jour, tiens, il y a quelque chose qui est en train de poindre, c'était avant le Covid, qu'on voit arriver là, voyage à vélo, itinérance à vélo. T'as besoin d'un éditeur pour qu'il te dise que ça commence à poindre ? Non, mais moi je le voyais, mais j'imaginais pas qu'on pouvait en faire des guides, en faire de l'édition, en fait. Et l'éditeur me dit, toi qui connais le vélo, tu vas t'y coller. Je dis, je connais le vélo, mais je connais le Tour de France, ça n'a rien à voir. Ouais. Et puis arrivé le Covid, je m'y suis mis à fond dans ce qu'était le voyage à vélo, j'ai tout appréhendé. Puis, et tu es notamment l'auteur de ces atlas Strava. Voilà, j'ai effectivement créé cette collection qui s'appelle les atlas vélo. Ouais. Il y a un petit atlas gravel qui est en préparation, là, mon cher Jérôme. Donc il faudra attendre un petit peu encore quelques semaines, quelques mois. Et cet atlas, mais c'est intéressant ça veut dire c'est un atlas qui va s'intéresser que sur la France, que sur l'Île-de-France, que sur l'Europe, partout dans le monde. Pour le tome 1, on va dire, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que j'espère que la pratique du gravel, qui est devenue ma pratique principale, va continuer à rayonner, continuer à se développer. On est sur un atlas France qui donne 400 des plus beaux parcours en France sur 70 destinations. À mon sens, les plus emblématiques pour le gravel. Et qui couvre l'ensemble du territoire. Qui couvre l'ensemble du territoire. Métropolitain, puisque j'ai pris comme partie également de ces destinations, on y va en train. En décarboné. C'est possible, en décarboné, donc on ne prend pas l'avion. Mais est-ce qu'on peut mettre son gravel dans un van qu'on voit ici, la van life ? C'est toléré dans l'esprit ou pas ? Oui, mais chacun fait comme il veut avec ce qu'il pense. Il place son curseur où il peut. Le van, je trouve ça très sympa, mais au bout de 2-3 nuits, j'en ai un peu marre quand même. Donc. Peut-être parce que tu as trop couvert le Tour de France et que tu as trop je suis un peu de la vieille génération. Il me faut rien tel qu'un bon lit dans un bon hôtel. Et rien tel qu'un bon train aussi. Qu'un bon train, c'est bien aussi. Je suis très adepte du train plus vélo. Tu nous racontes un peu, mais je trouve que c'est intéressant. Comment est-ce qu'on passe tu étais directeur de la publication à l'Équipe ? Oui.
Directeur des rédactions, de l'ensemble des rédactions, web, TV, print. Et au fait, tu viens de nous dire que, en gros, tu as fait une transition et que tu as écrit des livres et des guides qui est finalement un peu un métier de journaliste. Comment est-ce qu'on passe d'éditeur et d'écrivain et d'auteur de guides à accompagnateur vélo et finalement... Complètement par hasard. Il se passe que quand j'ai commencé à éditer des livres sur l'itinérance à vélo, le voyage à vélo, tout ça, on m'a fait participer à des événements et on m'a même permis de participer au groupe de travail sur la stratégie nationale du tourisme à vélo. La fameuse Stratab. Voilà, la Stratab. Ouais. Et dans ce cadre, un jour, dans un groupe de travail comme ça, j'ai un garçon fort sympathique en face de moi, plus jeune que moi, qui me dit « Mais je te connais, je te lisais quand j'étais gamin. Et je suis surpris d'apprendre que tu aimes toujours le vélo comme ça, que tu aies cette connaissance. Vu tout ton parcours, il te reste plus qu'un truc à faire, c'est devenir moniteur guide. » Ouais. Moi, je lui dis... mon âge, oui, non, ça va, je le fais avec des amis, ça me suffit. Là. Il me dit, pense-y quand même. Et, je vais le dénoncer, c'était Julien Rebuffet, qui est directeur du syndicat Moniteur Cycliste Français. Ouais. Et mais je lui dis, mais quand même, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut que tu ailles faire un BPGEPS à Voiron, à côté de Grenoble. C'est bien plus qu'un CQP, c'est un BPGEPS. Bien sûr. Ouais, ouais. Ça dure... et ça n'enlève aucune valeur au CQP et à ce diplôme. Non, pas du tout, mais c'est donc c'est près d'un an de formation, 4 mois de stage derrière. Et je lui dis, mais t'es gentil, mais j'ai plus l'âge d'aller sur les bancs de l'école. Et en fait, ce qui m'avait mis dans la tête, 3 jours plus tard, je décrochais mon téléphone pour appeler l'Institut de formation du vélo pour leur demander s'ils prenaient les seniors plus. Et on m'a dit oui. À ce moment-là, tu es à la retraite ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Mais non, mais donc dans la retraite, avec un peu quand même des projets dans la tête, d'écrire des bouquins, j'imagine, et des guides, mais plus. Mon projet, c'était ça a été très vite de faire du vélo parce que j'avais pas toujours eu le temps, avec les responsabilités que j'avais, de consacrer beaucoup de temps au vélo, de faire du voyage à vélo. Tu m'avais raconté ce qui t'avait amené à l'équipe, c'était le départ du Tour de France qui partait de chez toi. C'est très loin de chez toi. C'est Paris-Roubaix. Mes parents étaient commerçants près de Chantilly à l'époque. Exactement. Quand j'étais gamin, le Paris-Roubaix partait de Chantilly, non pas de Compiègne. Et mon papa m'amenait tous les ans au départ de Paris-Roubaix, à une époque où il n'y avait ni barrière, ni bus comme aujourd'hui. J'étais aussi proche d'Eddy Merckx que je suis proche de toi aujourd'hui quand j'avais 8-9 ans. Ça te fait le même effet ou pas ? Ça me rappelle quelque chose. Alors j'arrive pas, mais je te dirai tout à l'heure. Mais non, ça me rappelle quelque chose. Non mais c'est intéressant. Ça veut dire que tu es rentré dans le journalisme par le vélo. Par le vélo, parce qu'en fait, j'ai fait de la compétition quand j'étais ado, et puis très très vite, je me suis rendu compte que je serais pas éligible pour le Tour de France. Et quelqu'un m'a soufflé, m'a dit, t'as qu'à devenir journaliste si tu veux faire le Tour de France. Tu vas le raconter, tu vas pas le faire. Et j'ai pas lâché l'affaire et voilà. D'accord. Donc tu fais un BPGEPS, tu es sur une formation qui dure à peu près 1 an, 4 mois de stage. 3 jours après cette conversation, redis-moi le nom de la personne, du coupable qui t'a... Julien Rebuffet. Julien Rebuffet. Qui est toujours en exercice, et toujours le directeur du syndicat des moniteurs cyclistes français, auquel j'appartiens. Je suis au syndicat des moniteurs cyclistes français, on est 1500 en France. D'accord. Et donc tu te lances, et aujourd'hui, donc, tu as ton diplôme et tu es moniteur de vélo. C'est ça ? Oui, moi j'aime bien dire moniteur guide parce qu'en fait, moniteur c'est plutôt l'apprentissage. Alors que guide c'est l'accompagnement. L'apprentissage, j'en fais volontiers. On fait par exemple du savoir rouler à vélo dans les écoles, on fait de la remise en selle dans les entreprises auprès de tous les âges. Mais en revanche, l'aspect, j'aime bien le côté guide, donc parce que c'est de l'accompagnement où on emmène des gens qui savent déjà pédaler mais qui ont besoin d'être accompagnés. Pas forcément. Pas forcément. Enfin, c'est des gens, bien entendu, ils savent pédaler, mais ça peut être aussi des débutants complets. Et on adapte tout au niveau de la personne. Et puis surtout, on les emmène en sécurité. Ça, c'est vraiment le mot-clé. C'est notre première préoccupation lorsqu'on est moniteur guide. C'est de ramener tout le monde à la maison.
c'est que les gens soient en totale sécurité sur toute la durée de l'activité. Donc on a tout un tas de petits process qui font que tout ça roule, si j'ose dire. S'il y a des auditeurs qui se disent « Ah bah tiens, je vais faire la même chose », combien ça coûte une telle formation ? Alors ça coûte, si on doit la financer soi-même, c'est un vrai budget. Voilà, je dirais que c'est quelque chose qui coûte à peu près, on va dire 5 000 euros quand même, à peu près. Il faut compter entre 5 et 10 000 euros si on n'est pas sur place, en fait. Il y a ça aussi. Avec les frais d'étudiant, les frais de vie étudiant. Mais vous êtes allé au Crous, tu es allé au Crous pendant ce temps-là ou pas, quand tu étais étudiant ? Est-ce que tu avais des tarifs étudiants quand tu allais au musée, par exemple, à cette époque ? Tu te souviens pas ? Ah non, quand j'étais à l'époque... Quand tu étais étudiant, tu passes ton BPGEPS. Tu es étudiant. Mais tu sais que toutes les cartes toutes les cartes vermeilles de l'univers sont bien meilleures que toutes les cartes étudiants, mais bien sûr. tu apprendras ça, Jérôme, un jour. Dans 2-3 ans. Voilà. Et donc si on la finance soi-même, c'est un vrai budget, mais on a tous je sais plus comment ça s'appelle, puisque moi j'ai liquidé. Formation. Voilà, on a tous quand on a été salarié, par exemple, on a tous des crédits formation, et on peut effectivement le financer avec crédit formation. Moi, j'avais 2 types de clientèle, on va dire, dans ma promotion. Moi, bien sûr, j'étais un petit peu à part, étant donné ma génération. Il y avait soit des adultes à mi-vie professionnelle, des reconversions professionnelles, ou soit des plus jeunes qui venaient se former et qui à ce métier. mettaient cette corde en plus à leur arc. Ouais, okay. Aujourd'hui, donc tu as ton entreprise. Qui tu accompagnes ? C'est qui les clients que tu accompagnes ? Ce sont des touristes, beaucoup, à vélo, que m'amènent des collectivités, en fait, des offices de tourisme. Moi, je travaille beaucoup, et je travaille d'une part avec les offices de tourisme des territoires, globalement sur les Hauts-de-France et en Centre-Val de Loire. Ouais. Et également avec des agences de voyage qui eux commercialisent des voyages et ont besoin de guides parfois, même si je crois que la proportion c'est 90% des gens qui achètent des voyages à vélo les achètent en ce qu'on appelle en liberté. C'est-à-dire qu'on leur donne un GPS et puis avec l'itinéraire dedans, ils font ce qu'ils veulent, voilà, quand ils veulent. Mais il y a quand même 10% des gens qui voyagent à vélo qui sont rassurés par la présence d'un guide ou qui ont envie d'en savoir plus, parce que ce qui est intéressant en fait, j'aime bien guide aussi parce que moi, j'ai très vite adopté un côté guide touristique. Oui, donc la transmission, le patrimoine. Par nature, j'adore raconter des histoires, puisque ça a été mon métier très longtemps. Et de prolonger ça en racontant des histoires de patrimoine, de gastronomie surtout, aussi bien sûr. Des histoires d'espace naturel aussi. Enfin, tout est passionnant. Enfin, voilà. Et il y a des gens qui viennent chercher aussi cet enrichissement, au-delà d'être en sécurité, puis de savoir que tout va bien se passer. Il y a aussi ce petit plus qu'on peut amener. Et moi, en plus, parfois, je tombe avec des gens qui, sans être des vrais sportifs eux-mêmes, ont parfois été lecteurs de l'équipe. Enfin, voilà. Ça doit être rare de tomber sur quelqu'un qui n'a jamais ouvert l'équipe. Ça doit exister, mais enfin. Oui, les jeunes générations, oui, ça existe aujourd'hui. Bon, ils ont ouvert ils ont vu passer l'équipe sur leur téléphone, forcément. Mais donc des gens qui s'intéressent au sport, et je leur raconte parfois des histoires, des anecdotes de champions que j'ai eu l'immense chance de rencontrer, avec qui il m'est arrivé des trucs assez incroyables. Donc c'est une façon aussi de transmettre. Voilà, c'était la transmission intégrale. C'est-à-dire, j'essaie de transmettre le peu que je connais de technicité du vélo, enfin qui va dans quel état doit être un vélo jusqu'au savoir rouler, quoi. De combiner ça avec une transmission d'une information autre, qui est une information, ce que tu as souligné dans ton introduction, c'est-à-dire environnementale, on va dire au sens large. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les clients que tu emmènes, ils te viennent te voir pourquoi ? Pour 2 heures, pour 3 heures, pour 3 jours, 10 jours, ça dépend, c'est très variable ? C'est variable. Il arrive que ce soit à la demi-journée. Et la vraie clientèle, là, ce sont les entreprises et les séminaires d'entreprise. Où dans un séminaire d'entreprise de 3-4 jours, on aime bien caler une demi-journée, ou même plusieurs de grand air, quoi. Et puis dans ce grand air, le vélo
vélo est vraiment est devenu un petit peu au programme ces dernières années. Et sinon, ça peut être sur des itinérances de plusieurs jours. Ouais, ça va, voilà. Très bien. Est-ce que tu n'as pas de religion entre le vélo assistance électrique et le vélo classique ? Alors ma religion sur le sujet, c'est que déjà, j'ai pas du tout. Quand t'appelles pas de religion, bien entendu, j'encourage tout le monde à essayer au moins une fois le vélo à assistance électrique. Je suis complètement fan du vélo à assistance électrique. Moi, je pratique les deux. Ouais. Et le vélo assistance électrique, je le trouve formidable, ne serait-ce que par le fait qu'il a amené plein de gens qui n'auraient plus fait de vélo à faire du vélo. Et puis il lisse aussi, il lisse le vélo assistance électrique. Si tu as un groupe avec des niveaux techniques et des niveaux sportifs très différents, le vélo assistance électrique lisse les différences aussi, non ? Pas tant que ça ? Moi, j'emmène les gens en promenade, quoi. Je les emmène pas faire du sport. Mais ça, c'est intéressant. On avait hier une discussion là-dessus, justement, et c'était la Fédération française de randonnée, la Fédération française d'équitation et la Fédération française de cyclisme. Et on parlait de randonnée. Quelle est la différence pour toi, justement, enfin, c'est la question que je leur posais, quelle est la différence entre une randonnée et une balade et éventuellement le trail ? Toi, tu pars sur des balades, sur des promenades, c'est ça ? Tout dépend. En fait, moi, mon rôle de moniteur guide, c'est de m'adapter au niveau des gens que j'emmène. Alors, parfois, j'emmène des gens un petit peu plus sportifs, donc ça va être on va dire une randonnée sportive. Ouais. Et parfois, c'est des gens qui ont juste envie de se balader. Enfin, voilà, on s'arrête très souvent, on roule moins vite. En fait, mon rôle en tant que professionnel du vélo sur cet aspect-là, d'accompagnement, c'est de m'adapter au client, en fait, aux souhaits du client, puis surtout à son niveau, parce que le niveau, c'est quelque chose que quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de vélo ne perçoit pas vraiment quel est son vrai niveau. Il a toujours tendance à se surestimer. Ouais. Les gens, tu leur dis bon, on va rouler à 25 à l'heure. On va faire 25 de moyenne. Facile. Sur 1 heure, sur 2 heures. Ouais, voilà, pas si facile. Et donc, après, on adapte le curseur, voilà. Quand on parle de l'aménagement du territoire, aujourd'hui, est-ce que, Claude, tu as la sensation qu'il y a des territoires qui ont mieux compris que d'autres, en tout cas en France, sur l'importance de porter le vélo comme un levier ou comme un outil pour être dehors et pour promouvoir un tourisme un peu différent, un peu plus lent ? Alors, sur l'aspect territorial, il y a 2 aspects, en fait. Il y a on va dire le développement des infrastructures cyclables, ça c'est une chose, et puis on va dire le développement du volontarisme pour le tourisme à vélo. C'est 2 choses qui sont différentes. Et bien entendu, il y a des disparités sur tout le territoire. Les équipements, on le sait. Aujourd'hui, Paris est dans le top 5 des villes cyclables au monde. Toi et moi, qui avons été des cyclistes parisiens, qui sommes des cyclistes parisiens chevronnés, on se souvient, dans 10 ans, il y a 10 ans, on n'aurait jamais cru ça. En fait. Et ça, on connaît le classement des villes, on connaît, voilà, les mais toi, pour le coup, t'as plutôt. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que les balades que tu fais, c'est balade découverte du centre-ville, par exemple, ou plutôt balade en pleine nature ça dépend de la demande de ton client. J'ai fait sur Paris à l'occasion autour des JO où j'amenais ma culture olympique, puisque j'ai couvert pas mal de fois les JO également dans ma carrière de journaliste de sport. J'avais conçu une balade JO 2024 en fait, où on baladait à Paris autour des sites quand ces sites existaient. Et puis tu racontais ce qu'il y avait. Je racontais, voilà, ça me permettait. Sinon, donc ça m'a permis aussi de découvrir ce qu'était. C'est pas inintéressant le tourisme urbain. Aujourd'hui, je m'en suis un peu écarté, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, y revenir. Sinon, j'ai plus de plaisir à emmener les gens dans ce qu'on appelle la nature, dans l'environnement naturel, un peu loin des villes, Et le gravel permet aussi cette caractéristique inestimable à mon sens de t'emmener à l'écart de la circulation. Ce qui est parce que il y a un vrai sujet aujourd'hui, effectivement, c'est la cohabitation des vélos et des vélos motorisés. Et emmener aujourd'hui
c'est très difficile. Moi, j'ai pas trop envie d'emmener des groupes sur la route, par exemple. Ouais. Je suis pas très rassuré, quoi, en fait. Ouais. Moi, j'y vais perso, tout seul, voilà. Ouais. Je peux y aller avec quelques cyclistes un peu chevronnés. Et puis que tu connais. Que je connais. Alors que là, d'emmener un groupe que tu connais pas. Très compliqué à mon sens. Ouais. À mon sens, c'est trop. Enfin, moi, je me sens pas gérer ça, quoi. Il y a sans doute qui se sentent le gérer, mais. Ça t'arrive pour le coup, justement, là, puisqu'on parle de ça, de te faire peur ou d'avoir peur pour tes clients? Ça m'est pas arrivé vraiment. Non, j'ai jamais eu trop de problèmes. Il peut y avoir. J'ai vu quelques chutes bénignes, quoi, on va dire. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu une seule fois à aller chercher les secours, par exemple, à faire appel à des secours extérieurs. Ce en quoi je suis formé, voilà, dans la formation du BPGEPS, il y a une partie très importante qui nous est enseignée en fait de secourisme et comme j'étais près de Grenoble, en fait, on a eu cet enseignement par des secouristes de haute montagne, donc c'était super intéressant. Mais non, j'ai pas eu appel encore à faire des secours. J'espère que j'aurai pas, mais en tout cas, si ça arrive, je le ferai. Oui, voilà, bien sûr. Mais pour tout peut arriver, parce n'importe où une mauvaise chute peut. Ça peut arriver. Ça peut être grave, voilà. Donc, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils disent tes clients une fois qu'ils sont partis se promener, peu importe que ce soit 2 heures, 1 heure ou 5 jours, quand ils ont terminé, quand la prestation est terminée, quels sont leurs mots? Alors, très factuellement, aucun n'a porté plainte jusqu'à présent. Ma transition était peut-être pas très à droite entre est-ce qu'il y en a qui se sont fait peur. Non, mais je pense que plutôt, c'est un peu moi, j'observe à titre collectif ce qu'on ressent nous à titre individuel. C'est-à-dire que quand on fait une journée de vélo, il y a des moments difficiles. Oui. Il y a toujours des moments difficiles. Ça, je les préviens à l'avance. Même les plus sûrs d'entre eux disent ça va. Ce sont tous des moments difficiles. Mais par contre, on a une espèce de satisfaction intérieure qui est physiologique à avoir fait cette journée en plein air. Puis souvent, c'est des citadins. On leur fait passer une journée dehors et tout. Donc, il y a plutôt cette espèce d'euphorie, des endorphines. Parce que moi, après, ils s'en vont. Mais sur la demi-heure qu'on passe ensemble à débriefer, à boire une bière, tout ça, tout le monde va bien, quoi. Ouais. Même ceux qui ont souffert sont contents d'être là, contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait, souvent. Enfin, j'espère. Et non, c'est plutôt la relation est bonne et moi j'ai envie qu'ils éprouvent du plaisir. Mais est-ce que par exemple dans ta démarche, tu te dis tu as envie qu'ils y reviennent avec toi ou sans toi, tout seul, en tout cas qu'ils reviennent au vélo et que pourquoi pas cette remise en selle que tu as faite pendant 2 heures dans le cadre d'un séminaire d'entreprise, tu te dises allez, peut-être que dans le lot, ça va faire 3 nouveaux vélos. Alors moi, ce que j'essaie, j'essaie d'avoir des conversations, mais c'est aussi le plaisir de guider, c'est que parfois on a des centaines de mètres où on peut converser avec nos clients à côté tranquillement et j'essaie toujours d'avoir cette démarche en disant mais comment vous pourriez utiliser le vélo demain là Où est-ce que vous travaillez? À combien de kilomètres de chez vous? Moins de 5 km, vous y allez comment en voiture? Mais regardez s'il n'est pas possible d'y aller à vélo. Ouais, mais je peux pas parce qu'il y a la route. Mais attendez, vous me donnez votre adresse et l'adresse de votre travail et je vais regarder s'il n'y a pas un moyen. Puis moi, je vous le fais. Ça m'est arrivé d'envoyer des itinéraires après en de gens domicile-travail en fait, à des gens qui étaient en ville et puis j'en ai même eu, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu 2 ou 3 par mois qui m'ont renvoyé des messages en me disant ah ouais, votre parcours il est vraiment super et maintenant 3 fois par semaine j'y vais à vélo. Quoi. Ouais. Et voilà, c'est le genre de petite victoire, dire qui, en tout cas, j'ai ça en tête, d'essayer de transformer l'essai. En fait, c'est pas une journée à part dans votre vie. Vous avez fait du vélo, ok, mais réfléchissez. Planter une graine. Et est-ce que toi qui as beaucoup suivi le sport et le sport de haut niveau, ça peut être aussi est-ce que tu as des histoires de clients que tu as eu et qui tout d'un coup, quelques jours ou quelques mois après se sont dit je m'achète un gravel ou un VTT ou un VTC, peu importe d'ailleurs, mais pour me remettre à découvrir mon territoire à vélo? Je pense qu'il y en a eu, oui, mais là, j'ai pas d'exemple précis, mais il y a j'ai eu dans des séminaires d'entreprise notamment des gens qui
des hommes et des femmes d'ailleurs qui me disaient il y avait trop longtemps que je n'étais pas monté sur un vélo, c'est trop bien, pour le week-end je vais y repenser, tout ça. Alors est-ce qu'ils sont passés à acte derrière, je sais pas. Voilà. Pour refaire un peu un lien aussi avec le sport de haut niveau, c'était, je crois, la semaine dernière, il y avait la Strade Bianche en Toscane. Quel pont on peut faire encore plus entre le cyclisme de haut niveau et le cyclisme que tu pratiques et que tu fais, dont tu fais la promotion en accompagnant des clients se promener, faire des balades de 2 heures, 3 heures. Quels sont les ponts qu'on peut aller chercher ? Les ponts qu'on peut aller chercher, c'est les itinéraires déjà. Ouais. Parce que effectivement, moi, j'ai jamais fait, mais je serais ravi et comblé d'emmener des gens sur les Strade Bianche en Toscane, au milieu des collines. Et surtout si on s'arrête tous les 5 km pour déguster le meilleur Chianti du coin. L'huile d'olive locale, c'est ça ? L'huile d'olive locale, oui. Ça s'appelle Chianti, je sais pas pourquoi. Mais c'est ce pont-là, c'est bien. Par exemple, Paris-Roubaix, auquel je suis très très attaché parce que pour mon histoire personnelle. Et qui a lieu le 12 avril cette année, 12 avril 2026. Le département du Nord a créé l'an dernier ce qu'il appelle une véloroute Paris-Roubaix, c'est-à-dire un itinéraire balisé, pas toujours protégé mais balisé, où on peut à la fois, si on veut, aller sur les pavés, et si on veut, rouler à côté des pavés. Ouais. Ça, c'est et quand la véloroute Paris-Roubaix. À côté des pavés, et donc ça, c'est le lien. Rouler à côté des pavés, c'est pas sur le bas-côté, c'est sur la route parallèle. Voilà, une route parallèle, ouais, bien sûr, parfois sur le bas-côté, mais c'est assez rare. C'est plutôt sur une route parallèle, et puis on peut faire autant de secteurs pavés qu'on veut. Parce que si un vrai secteur pavé de Paris-Roubaix, déjà, parfois, pour quelqu'un qui débute le vélo, ça suffit, quoi. Oui. Ou alors il faut un VTT. Voilà, ouais, exactement. Et ça, c'est les ponts qu'on peut imaginer entre le haut niveau. Le premier, je suis aussi cofondateur d'un petit événement qui s'appelle l'Étape du Tour. Ouais. Qui a été peut-être le premier pont entre le haut niveau, le Tour de France, et c'est en 1993, la première édition. J'étais rédacteur en chef de Vélo Magazine. Il fallait qu'on trouve une idée marketing pour développer Vélo Magazine, et c'était le début des grands rendez-vous cyclosportifs de masse. Et on a eu cette idée de créer l'étape du Tour, qui aujourd'hui est un succès phénoménal. 10 000 participants, je crois, 16 000, tous les ans, et avec donc la possibilité pour tout un chacun qui a le niveau quand même, puisque c'est des étapes de montagne, de rouler une étape de montagne, la même que les coureurs du Tour, la veille, peu de jours avant, et sur route fermée, comme les coureurs du Tour. C'est la seule épreuve en France qui ne soit pas professionnelle, qui bénéficie d'une route fermée. Et il y a un très beau pendant aujourd'hui de cette étape du Tour, c'est l'étape du Tour féminin. Absolument, absolument formidable. Ouais, bien sûr. Tout ce qui est, j'essaie beaucoup aussi de. J'adore l'idée de mixité dans le vélo. Quand je peux travailler avec des consoeurs, guides, et quand j'ai des clientes, avec les clients, je suis ravi. J'adore les groupes mixtes et ça, et où tout le monde essaie d'avoir un peu à la fois de la bienveillance, de mettre tout le monde au même niveau sur tous les plans, et c'est assez intéressant. Et ça, justement, dans ta clientèle, tu le vois, tu as atteint une certaine parité dans les... On en est encore très loin. Très loin. Alors, la clientèle touristique, disons que les couples amènent une certaine parité, puisque par nature... mais dès qu'il y a des groupes, par exemple une sortie événement d'entreprise, tu auras plus d'hommes que de filles et de femmes qui vont participer. Globalement, alors est-ce que je ne sais pas si c'est parce que la population de cette entreprise était plus masculine que féminine, ou alors c'est peut-être parce que les femmes se sont retirées un petit peu de ce temps de demi-journée gravel, parce que c'était du vélo avec les hommes, ça les intéresse pas. C'est encore assez touchy la relation homme-femme à vélo, et tu le sais comme moi, c'est compliqué, quoi. Non, on sait jamais trop ce qu'il en est exactement, et en plus, mais il faut qu'on a beaucoup de progrès à faire. Et puis quand on est un homme, il y a un positionnement qui est pas toujours très facile, même si on a la sensation d'être bienveillant. Il y a un moment donné, c'est pas toujours très simple. Ouais, parfois on est lourd, trop bienveillant. Oui, mais exactement. Mais il y a, et puis parfois, en tout cas, je me permets une petite anecdote. Parfois, avec une jeune femme ou une femme, peu importe, avec Madame X, ça va, la même attitude va très bien se passer, et avec Madame Y, la même attitude va très bien se passer.
Et donc faut être très attentif à ça. C'est dur, hein, homme-femme. Hein. C'est la nature de la vie, non? Mais c'est trop bien. J'ai encore 2 questions pour toi. Là, tu dis, tu essaies de travailler avec des collègues, hommes ou femmes. Aujourd'hui, quand tu accompagnes une sortie, juste pour comprendre, tu as le droit d'accompagner combien de personnes seul? Adulte, 12. 12. Mais c'est trop. Moi, j'ai tendance à pas prendre plus de 8. Ok. Donc, c'est la par norme. exemple, parce que j'ai commencé par mes balades Paris 2024 dans Paris, là, et là, j'avais mis la barrière à 8. Ouais. Quand j'avais des groupes de 8, Paris, c'était compliqué. Ouais. Non, en fait, c'est un guide par 12 personnes, par tranche de 12. Et normalement, à la 13e personne, il faut un deuxième accompagnateur. D'accord. Et une dernière petite question, tu as passé donc ta vie quand même à raconter le sport, aujourd'hui à accompagner les gens à vélo. Qu'est-ce que le vélo raconte selon toi de notre époque? Une grande question, ça. Oula, je m'attendais pas à celle-là. Qu'est-ce qu'il raconte de notre époque? Oui, parce qu'on le voit bien, il change. Enfin, le vélo change, la société change. Parfois, ça va ensemble, parfois, ça va pas ensemble. Est-ce que, par exemple, je vais la poser autrement, est-ce que quand tu as mis le pied dans le monitorat vélo, le moniteur guide vélo, tu t'attendais à une telle population en face de toi et à un tel dynamisme? Moi, je m'attendais à une dynamique plus importante, si tu veux, étant donné que je m'y suis mis vraiment il y a 3-4 ans. Ouais. On était en pleine dynamique de sortie de Covid, on va dire. Oui. Et c'est le moment où il y a eu un rush sur le vélo, qui est un petit peu... c'est un peu disons, sur l'année écoulée, là, on va dire que c'est devenu un peu flat, quoi, en fait. Ouais. On n'est pas encouragé par la politique gouvernementale actuelle, alors qu'on avait en 2021-2022 un plan vélo extraordinaire jusqu'en 2030 qui était prometteur. Oui, de 400 millions, 350 millions. Voilà, disons, moi je trouve que ça progresse pas assez vite. En fait, la dynamique est toute relative. On sait que l'industrie souffre beaucoup. Mais on sait aussi que quand on regarde les chiffres de ce qu'on appelle les accessoires et les pièces de rechange, les pneus, les plaquettes de frein, etc., c'est plutôt en progression et les vélos roulent plus et ils sont plus réparés. Oui, parce que beaucoup de gens ont acheté des vélos et maintenant ils les font réparer plutôt que d'en acheter un deuxième. C'est vrai qu'un vélo, c'est un objet cher déjà, qui représente un vrai investissement pour tout un chacun. Et puis qu'il faut entretenir. Qu'il faut entretenir, mais c'est surtout cet investissement, on le renouvelle pas tous les ans. Donc voilà. Non, moi je suis quand même un petit peu... il y a 2-3 ans, franchement, je pensais que la dynamique allait être plus importante. Mais alors là, pour le coup, je vais poser la question autrement. Est-ce que finalement, il faut pas avoir d'attente au niveau national, mais il faut avoir des attentes au niveau municipal et au niveau régional ou au niveau départemental? C'est ce que tu me disais hors micro. Tu travailles beaucoup avec les départements et tu l'as dit. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont les territoires qui font vivre le vélo. C'est pas du tout c'est pas l'État. Voilà, l'État a stoppé, est en pleine inertie depuis plus d'1 an maintenant. Ce sont les territoires qui développent le vélo, bien sûr, sur l'aspect équipement. Pas tous, mais ceux qui l'ont compris le font bien. Avec l'envie d'apprendre et l'envie de le faire bien. Ouais, bien sûr. Tu travailles, toi, avec ces gens-là, tu les accompagnes dans l'organisation de leur structure, leurs itinéraires cyclables ou les itinéraires sur le plan gravel. Sur le plan itinéraire, oui, je fais beaucoup d'itinéraires pour les territoires, donc différents territoires. Pour ça. Oui, ouais, tout à fait. Et par contre, j'accompagne pas de territoire sur sa politique cyclable et sa capacité à équiper son territoire de pistes cyclables et tout ça, parce que je suis pas à 100% piste cyclable. Moi, je pense que il y a une vraie réflexion qu'on devrait avoir, mais globalement au niveau de la totalité du territoire français. C'est qu'on peut pas appliquer. On rêverait tous qu'il y ait autant de Français qu'il y a de Néerlandais qui fassent du vélo en proportion de la population et tout ça. Mais on n'a pas la même superficie, c'est pas le même pays. Voilà. On a un pays où la ruralité est quelque chose de très important. C'est ce que me disait hier un invité ici. Où surtout il y a une immense part du territoire de liaison, de chemins, de petites routes et tout ça, qui ne sont quasiment pas fréquentés par les véhicules à moteur, les motorisés, et qui pourraient être réservés aux vélos. Moi, puisque je fais de la recherche sur les itinéraires gravel, c'est incroyable. Je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir autant même de voies rurales, communales,
communales, de chemins qui sont carrossables et tout ça. Et plutôt que de vouloir multiplier les pistes cyclables qui coûtent très cher, et on sait que les budgets des territoires, c'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une recherche de ce côté-là, de façon à pouvoir implémenter le vélo mieux également dans la ruralité? Parce qu'aujourd'hui, le vélo au quotidien, c'est un sujet urbain. Dans la ruralité, peu de gens font du vélo au quotidien. Je sais quand même que ce sujet, et on va terminer là-dessus, je sais quand même que ce sujet, il est de plus en plus porté, et il est de plus en plus, ce sujet des petites rues communales, rurales, est de plus en plus identifié comme un relais plutôt que de construire des pistes cyclables, utilisons ces routes et fermons-les aux motorisés. Et peut-être que tous ces territoires qui se cherchent, il va falloir qu'ils achètent ton guide, ton atlas du gravel, parce qu'ils vont trouver des itinéraires cyclables pour aller pour le quotidien. Oui, aussi des bouts d'itinéraires cyclables pour le quotidien, mais là c'est vraiment des itinéraires pour s'évader en fait. Et tu nous tiens au courant absolument. Et on en reparlera. Quand est-ce qu'il sort ce livre? Dans les mois à venir. La date n'est pas encore fixée. T'as toujours pas rendu ton manuscrit, quoi. Comment tu sais ça? Merci beaucoup, Claude. Vous êtes toujours sur Radio Sport, et puis on est toujours au salon Destination Nature, et on vient de parler vélo, et on va parler d'autres choses, mais je pense qu'on va continuer à parler de vélo. À bientôt.